Lors d'un dîner en famille un soir de week-end, ma belle-mère a planté bruyamment sa fourchette sur la table, s'est tournée vers moi et a hurlé. Soit tu cèdes ta chambre à ton petit frère, soit tu fais tes valises et tu dégages. Elle ne l'a pas chuchoté. Elle l'a hurlé en plein milieu d'un dîner que j'avais contribué à payer, dans une maison que mes défunts parents avaient passé leur vie à bâtir. Ma belle-mère me fixait avec un sourire arrogant et hautain, tandis que son fils, assis à côté d'elle, grimaçait en silence comme s'il avait déjà gagné. La mémoire de mon père défunt avait été effacée de ses murs, remplacée par leur avidité. Personne ne m'a défendu. Personne n'a dit un mot. Mais moi, Camille Lambert, analyste financière de 27 ans, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié, et je n'ai pas gâché mon souffle à me disputer avec des gens qui prenaient ma patience pour de la faiblesse. Au lieu de cela, j'ai pris une grande inspiration, j'ai posé mes couverts et je me suis levé, le dos bien droit. Très bien, ai-je dit calmement, je vais faire mes valises. Il pensait me jeter à la rue. Ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant qu'il jouait les maîtres dans ma maison, je détenais déjà les clés de ma propre liberté ainsi qu'une surprise juridique qui allait briser leur petit confort pour toujours. Si vous aimez les histoires intenses de drames familiaux, de vengeance et de respect de soi, prenez une seconde pour cliquer sur le bouton s'abonner et activer les notifications pour ne jamais manquer un épisode. 3 jours plus tard, je savourais ma toute nouvelle maison sur une colline paisible, alors qu'il s'apprêtait à recevoir un réveil bien brutal. La nuit fraîche et brumeuse de la région parisienne enveloppait ma voiture alors que j'allumais le moteur pour m'éloigner de l'ancienne maison familiale. La pluie se transformait en une fine bruine constante contre le pare-brise, reflétant la colère silencieuse qui couvait en moi tandis que je traversais les rues sombres en direction du centre-ville. Je me suis garé dans l'allée d'un hôtel de charme, j'ai réservé une chambre pour la nuit et j'ai monté mes 2 valises à l'étage sans me retourner. Une fois la lourde porte en chêne refermée derrière moi, le bruit étouffant de la cupidité de ma belle-mère s'est enfin évanoui dans un silence absolu. Je me suis assise sur le bord du grand lit, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai ouvert mon ordinateur portable sur le bureau pour reprendre le contrôle total de ma vie. En tant qu'analyste financière senior, les chiffres avaient toujours été mon point d'ancrage en période de chaos. Parce que, contrairement aux ingrats, les chiffres ne mentaient jamais. Je me suis connecté à mon application bancaire pour consulter mon compte d'épargne principal, que j'avais constitué euro par euro grâce à des années de discipline. L'écran affichait un solde de 212 000 €, une somme que j'avais réussi à protéger. Malgré le fait que je couvrais constamment les dépenses du foyer depuis 1. Depuis le décès de mon père, j'avais ravalé mon chagrin en silence et porté seul le fardeau financier de cette maison par respect pour sa mémoire. J'avais payé la taxe foncière annuelle, financé de coûteuses réparations de toiture et réglé chaque facture d'électricité et d'eau pendant que Valérie et son fils y vivaient à titre totalement gratuit. Ma patience avait été nourrie par le foolish espoir d'honorer mon père en préservant le domicile familial, mais leur cruelle ambition lors du dîner m'a fait réaliser que je ne faisais que financer mon propre manque de respect. J'ai fermé l'onglet bancaire et ouvert mes messages personnels, remontant jusqu'à un lien envoyé la semaine précédente par ma meilleure amie, Antoinette Stevenson. Elle était conseillère en immobilier agréée et me suppliait depuis des mois d'arrêter de sacrifier mon indépendance pour des gens qui me considéraient comme un simple distributeur de billets. À son message était jointe l'annonce d'un charmant pavillon de 2 étages niché dans les hauteurs verdoyantes de la vallée de Chevreuse, affiché à 480 000 €. La propriété disposait de grandes terrasses en cèdre, de baies vitrées donnant sur la forêt et d'une vue imprenable sur la vallée. À l'époque, j'avais écarté son
Message avec un sourire poli, pensant devoir rester dans la maison familiale. Pour maintenir vivante la mémoire de mon père. En regardant ses photos hautes. Résolution sous la lumière tamisée de la chambre d'hôtel, cet environnement serein me semblait être un sanctuaire qui m'appelait. Avec 212 000 € d'épargne disponible, j'avais largement de quoi verser un apport solide de 40%. Soit 192 000 €. Mon revenu stable en tant que professionnel de la finance signifiait qu'obtenir un prêt immobilier classique pour le solde restant se ferait sans effort, tout en me laissant un matelas de sécurité confortable sur mon compte. J'ai appuyé sur le nom d'Antoinette et tapé un message rapide pour lui demander de programmer une visite privée de la maison dès le lendemain matin. Elle a répondu en quelques secondes, confirmant que l'agent immobilier était un confrère proche et que nous pourrions inspecter la maison à 8 h du matin. Un profond sentiment de soulagement m'a envahi lorsque j'ai refermé l'ordinateur et que je me suis approché de la fenêtre pour regarder la pluie faire luire le bitume. Pour la première fois depuis des années, je ne planifiais plus mon avenir en fonction des besoins de gens qui prenaient ma générosité pour acquise. Demain matin, j'allais franchir la première étape concrète vers la sécurisation de mon propre havre de paix, laissant Valérie et son fils prétentieux face à la dure réalité de leur propre cupidité. 5 jours plus tard, tenant une tasse de café chaud à la main, j'ai monté la route menant aux hauteurs de Chevreuse pour finaliser l'acte d'achat et récupérer les clés de ma nouvelle maison. La brume matinale planait bas sur les routes sinueuses, jetant un voile d'argent tranquille sur les grands pins qui bordaient l'allée. Après avoir effectué le virement bancaire pour l'apport et signé les derniers documents chez le notaire, l'agent immobilier m'a remis un trousseau de clés en laiton avec de chaleureuses félicitations. J'ai déverrouillé la porte d'entrée et suis entré dans le vaste séjour où la lumière naturelle traversait les baies vitrées pour illuminer le parquet ciré. Sortant sur la grande terrasse en bois, j'ai écouté le doux murmure du vent dans les arbres, ressentant un profond sentiment de calme que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Pour la première fois depuis le décès de mon père, je me sentais en sécurité dans un espace qui m'appartenait entièrement, loin du jugement constant et des exigences suffocantes de mon ancien foyer. Le soir même, je suis retourné vers le quartier d'affaires pour assister à un rendez-vous planifié avec mon avocat spécialisé en droit immobilier et succession, maître Arthur Bélanger. Son cabinet était situé dans un bâtiment en briques et pierres de taille garni de volumes juridiques reliés de cuir, reflétant la précision tranchante d'un homme qui gérait des contentieux immobiliers complexes depuis plus de 30 ans. Après avoir échangé une poignée de mains chaleureuses et nous être installés dans les fauteuils face à son bureau, je lui ai tendu une pochette contenant le titre de propriété original de ma maison familiale ainsi que l'acte de décès de mon père. J'ai expliqué comment Valérie avait pris le contrôle total de la résidence après la mort de mon père, traitant la propriété comme son empire personnel tout en exigeant que je fasse mes bagages et libère ma propre chambre. Maître Bélanger a ajusté ses lunettes, a examiné attentivement les registres du cadastre et a consulté la législation sur les successions sur son écran d'ordinateur pour vérifier l'historique juridique du bien. Il s'est adossé à son fauteuil en cuir, a posé son stylo et m'a regardé avec une clarté professionnelle absolue. Il m'a expliqué que, puisque mon père était décédé sans testament particulier, le droit des successions stipulait que la propriété résidentielle appartenait automatiquement en indivision aux héritiers directs et à son épouse survivante. Étant donné que la maison avait été achetée à l'origine par mes parents biologiques avant son second mariage, ma part légale dans la propriété s'élevait à 50% de sa valeur vénale totale. Selon les ventes récentes dans ce quartier résidentiel, la maison était actuellement évaluée à 500 000 €, ce qui signifiait que ma part légale équivalait à 250 000 €.
Maître Bélanger m'a fermement rassuré, Valérie ne possédait absolument aucune autorité légale pour m'expulser des lieux, ni aucun droit de propriété exclusive sur le bien. Entendre ces chiffres précis a confirmé que mes années de patience silencieuse lui avaient donné un faux sentiment de toute puissance sur un patrimoine qui ne lui appartenait pas. J'ai regardé Maître Bélanger droit dans les yeux et lui ai demandé de rédiger immédiatement une sommation juridique formelle exigeant une résolution officielle de la succession. Nous sommes convenus de présenter à Valérie deux options juridiques simples, soit elle devait obtenir un financement pour racheter ma part de 250 000 € sous 30 jours, soit la propriété serait mise sur le marché pour une vente judiciaire ordonnée par le tribunal. Maître Bélanger a opiné du chef, faisant remarquer qu'au vu de son absence de revenus personnels et de son mauvais dossier bancaire, obtenir un prêt de rachat serait virtuellement impossible, rendant la vente inévitable. J'ai signé la convention d'honoraires d'une main ferme, sachant que l'engrenage judiciaire était désormais officiellement lancé pour démanteler son illusion de pouvoir. 4 jours après mon emménagement dans ma nouvelle maison, mon téléphone a vibré à plusieurs reprises sous l'afflux de messages exigeants de Valérie. Elle m'envoyait sans vergogne une liste de courses détaillées comprenant des pièces de bœuf de première qualité, des vins importés et un gâteau d'anniversaire sur mesure très coûteux pour la fête à venir de Gabriel, exigeant que je lui transfère immédiatement 200 € pour couvrir les frais. Son ton distillait la même prétention arrogante, estimant que je leur devais un soutien financier sous prétexte d'exister sous ce qu'elle considérait comme son toit. En regardant les notifications défiler sur mon écran alors que j'étais assise dans ma véranda paisible, j'ai senti une vague de détachement froid remplacer le reste de tolérance que j'avais conservé au fil des ans. J'ai tapé une réponse concise, lui disant que s'il voulait organiser une fête somptueuse, il n'avait qu'à couvrir les coûts avec leur propre argent. Sans attendre sa réponse, j'ai ouvert mon application bancaire pour revoir les cartes secondaires rattachées à mon compte bancaire principal. Pendant les derniers mois de vie de mon père, j'avais ajouté Valérie et Gabriel comme utilisateurs secondaires uniquement pour gérer les achats ménagers d'urgence et les dépenses médicales. J'avais oublié de retirer leurs accès dans le chaos du déménagement, ce qui leur permettait de débiter silencieusement des centaines d'euros chaque mois pour leur luxe personnel à mes dépens. En quelques clics sur mon téléphone, j'ai révoqué définitivement leurs droits et annulé immédiatement les 2 cartes physiques. Le système s'est mis à jour instantanément, rendant leurs cartes en plastique totalement inutilisables avant même qu'ils ne réalisent que leur source d'argent facile venait de prendre fin. Moins d'1 heure plus tard, mon téléphone a commencé à sonner frénétiquement. C'était Gabriel, qui se trouvait à la caisse d'un supermarché de produits fins. Il s'est lancé dans une tirade furieuse que j'ai décroché, hurlant que sa carte avait été refusée 2 fois devant une longue file de clients impatients. Il a exigé de savoir pourquoi je sabotais les préparatifs de son anniversaire et a crié que j'étais obligé de régler ce problème bancaire immédiatement pour qu'il puisse payer ses articles de luxe. J'ai écouté ces vociférations dans un silence absolu avant de répondre d'une voix calme qu'il n'y avait aucun bug et que mon parrainage financier de son mode de vie était officiellement terminé. J'ai raccroché alors qu'il criait encore. Sous le coup de l'incompréhension, refusant de m'engager davantage dans sa colère enfantine. En quelques minutes, Valérie a rappelé, la voix tremblante de rage, m'accusant d'être une belle fille cruelle et ingrate qui cherchait à humilier sa famille. Elle a hurlé que j'avais abandonné mes responsabilités domestiques et a menacé d'appeler la gendarmerie pour me signaler pour abandon de domicile sans payer ma part du loyer et des charges. J'ai laissé échapper un rire doux et amusé au téléphone, lui rappelant que je n'avais aucune obligation légale de financer ses dépenses quotidiennes ou de payer un loyer pour une maison dont on venait de me mettre à la porte.
Je lui ai dit fermement que la maison appartenait à la succession de mes défunts parents et non à son trésor personnel, et qu'elle ferait mieux de se préparer à la réalité au lieu de me menacer avec des plaintes bidons. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse lancer une autre vague de menaces, gardant le silence sur la sommation formelle que Maître Bélanger allait lui faire livrer à sa porte l'après-midi même. Par un jeudi après-midi pluvieux, alors que les gouttes de pluie tapaient doucement contre les carreaux, un courrier recommandé avec accusé de réception émanant du cabinet de Maître Bélanger a été remis en main propre à Valérie. Le document officiel contenait une demande formelle de sortie d'indivision, précisant qu'en vertu du droit des successions, je détenais une part de propriété de la moitié du bien immobilier, évalué à 250 000 €. La notification fixait un délai strict de 30 jours exigeant qu'elle me rachète ma part en cash, ou qu'elle accepte de mettre la maison de banlieue sur le marché immobilier pour une liquidation immédiate. En lisant la sommation juridique rédigée sur papier, en tête du cabinet d'avocats, Valérie a subi l'effondrement soudain de la fiction confortable qu'elle s'était construite autour de son statut de maîtresse absolue des lieux. La dure réalité de sa situation financière l'a rapidement rattrapée lorsqu'elle a réalisé qu'obtenir un prêt immobilier auprès d'un établissement bancaire était une impossibilité totale. S'étant appuyée entièrement sur la générosité de mon père pendant des années sans conserver d'emploi stable, son historique de crédit était pratiquement inexistant et son taux d'endettement dépassait tous les critères d'octroi de prêt. De plus, l'absence totale de revenus de Gabriel et ses récents problèmes scolaires signifiait qu'il ne pouvait apporter aucune aide financière pour refinancer la dette. Sans mon salaire régulier pour payer les taxes foncières et l'entretien mensuel, elle était confrontée à la perspective terrifiante d'être expulsée d'une vaste demeure qu'elle n'aurait jamais les moyens d'entretenir seule. La panique a rapidement remplacé son arrogance passée alors qu'elle a passé toute la soirée à essayer de me joindre à travers des dizaines d'appels désespérés et de messages vocaux frénétiques. Son ton agressif s'est métamorphosé en supplication en larmes, me suppliant de décrocher pour que nous puissions discuter de ce qu'elle appelait un malheureux malentendu familial. Elle laissait des messages confus promettant que Gabriel prendrait volontiers une plus petite chambre et insistant sur le fait que nous devions régler nos affaires domestiques en privé plutôt que d'impliquer de froids professionnels du droit. Assise paisiblement sur la terrasse couverte de ma maison de Chevreuse, tout en regardant la pluie brumeuse sur la canopée de la forêt, j'ai écouté ces messages vocaux sans éprouver le moindre sentiment de culpabilité ou d'hésitation. Le vendredi après-midi, réalisant que ces messages en larmes ne donnaient aucun résultat, elle m'a envoyé un SMS très humble me suppliant de la rencontrer en tête-à-tête dans le lieu de mon choix. Elle prétendait que si nous pouvions simplement nous asseoir ensemble autour d'un café, nous pourrions trouver un arrangement raisonnable qui préserverait le foyer sans faire basculer la succession dans une vente aux enchères publiques. J'ai attendu plusieurs heures avant de taper une réponse brève, acceptant de la rencontrer le lendemain matin dans un café animé du centre-ville. Cependant, j'ai explicitement souligné dans mon message que cette rencontre ne serait pas une discussion informelle, l'informant que je serais accompagné de mon représentant légal pour m'assurer que chaque échange reste strictement conforme aux procédures légales. Le samedi matin, l'atmosphère à l'intérieur du café bondé est devenue suffocante. Lorsque Valérie et Gabriel se sont assis en face de moi et de Maître Bélanger. À peine étions-nous installés sur nos chaises en bois que Valérie s'est lancée dans une performance larmoyante, s'essuyant les yeux avec une serviette tout en m'accusant haut et fort d'être une fille ingrate qui jetait sa belle-mère en deuil dans la rue. Les clients des tables voisines se sont retournés pour regarder, mais Maître Bélanger est resté imperturbable, ouvrant calmement sa mallette en cuir pour étaler sur la table les titres de propriété officielle, ainsi que des années de relevés bancaires. Il a expliqué méthodiquement que
J'avais financé personnellement des milliers d'euros d'entretien de la propriété, tout en détenant une part de propriété de la moitié de la succession en toute légalité. Alors que Maître Bélanger présentait les rapports d'expertise immobilière certifiés par le tribunal, les pleurs théâtraux de Valérie se sont dissous dans un silence stupéfait, son jeu mélodramatique se retrouvant complètement démasqué sous le poids de faits juridiques indiscutables. Avant qu'elle ne puisse tenter une autre manipulation émotionnelle, j'ai fouillé dans mon sac à main, j'ai sorti un avis officiel de résiliation de contrat de location automobile et je l'ai fait glisser sur la table directement vers Gabriel. Je l'ai informé calmement que je mettais fin au contrat de location mensuel de la berline qu'il conduisait depuis 2 ans, un compte enregistré exclusivement sous mon nom et payé par mon compte bancaire personnel. Gabriel est devenu livide, criant qu'il avait besoin du véhicule pour ses déplacements quotidiens et prétendant que je n'avais aucun droit de lui confisquer son moyen de transport sans préavis. Je l'ai fixé droit dans les yeux, lui rappelant que la voiture était liée à mon profil financier, et j'ai exigé qu'il me rende la clé immédiatement, à moins qu'il ne souhaite que je signale le véhicule comme étant utilisé sans autorisation. À regret, les mains tremblantes de rage, Gabriel a déposé les clés de la voiture sur la table, réalisant que ses jours de dépendance à mes crochets étaient officiellement révolus. 3 semaines plus tard, la maison de banlieue a été officiellement vendue dans le cadre d'une transaction immobilière rapide, conclue à sa valeur marchande totale de 500 000 euros. Après que la société de notariat a déduit les frais de vente et m'a versé ma part légale de 250 000 euros, les fonds restants pour Valérie étaient bien trop maigres pour lui permettre de retrouver un logement comparable dans la région. Sans emploi vérifié et avec un dossier bancaire désastreux, elle a été catégoriquement refusée par toutes les résidences correctes, la contraignant, elle et Gabriel, à signer un bail pour un petit appartement de 2 pièces vétustes situé dans une banlieue très éloignée. Le passage brutal d'une vaste demeure à un ensemble bruyant et dégradé a porté un coup dévastateur à son orgueil fragile, brisant l'illusion de luxe qu'elle avait entretenue à mes dépens. Dans leur nouveau logement exigu, un ressentiment toxique a rapidement éclaté entre la mère et le fils, le stress quotidien d'un budget serré détruisant le peu d'harmonie qui leur restait. Gabriel a amèrement reproché à Valérie son comportement arrogant lors du dîner, lui hurlant que sa cupidité leur avait coûté une belle maison, un véhicule de luxe gratuit et une vie confortable. Désespérée de trouver une bouée de sauvetage financière, Valérie m'a envoyé une série de SMS pleins d'humilité, me suppliant de lui verser une pension mensuelle pour les aider à payer leur loyer et demandant pardon sous couvert de solidarité familiale. Confortablement installée dans ma maison paisible, j'ai lu ces longs paragraphes désespérés sans la moindre trace de remords. J'ai appuyé sur l'icône des paramètres de mon téléphone et j'ai bloqué définitivement son numéro ainsi que celui de Gabriel, coupant nos liens une fois pour toutes. 3 mois plus tard, la douce lumière du soleil matinal traversait la couche de brume, illuminant le grand jardin devant ma maison sur la colline. J'étais assise sur la grande terrasse en cèdre avec Antoinette, savourant un café frais, tout en admirant la vue panoramique sur la vallée qui s'étendait en contrebas. L'air pur de la montagne portait la senteur fraîche des pins, remplaçant l'anxiété persistante de mon passé par un profond sentiment de contentement paisible. Antoinette a souri chaleureusement en ajustant ses lunettes de soleil, me faisant remarquer à quel point j'avais l'air totalement transformé depuis que j'avais pris le contrôle total de mon destin financier. En regardant l'horizon baigné de soleil, je savais que m'éloigner d'obligations familiales toxiques avait été le choix le plus libérateur de toute ma vie. Plus tôt cette semaine-là, Maître Bélanger m'avait envoyé un dernier compte-rendu administratif concernant le règlement complet de la succession de mes parents. Grâce à son réseau professionnel, il m'a appris que Gabriel avait été contraint
D'abandonner ses études universitaires après avoir perdu son argent de poche? Prenant un travail éprouvant à temps plein comme serveur dans un restaurant pour payer ses factures de base. Valérie luttait tout autant pour joindre les deux bouts, enchaînant d'épuisantes équipes de nuit comme caissière dans un supermarché juste pour couvrir le loyer mensuel de leur petit appartement. Dépouillée des revenus de mon père et de mon soutien financier inépuisable, la dure réalité des dépenses du monde réel avait écrasé leurs attentes arrogantes, les forçant à assumer les conséquences directes de leurs sentiments de toute puissance. Leur vie commune s'était détériorée en disputes amères et incessantes, se rejetant mutuellement la faute d'avoir perdu le luxe qu'ils avaient pris pour acquis. Une profonde vague de sérénité s'est déposée sur mon cœur en écoutant le dénouement de leur histoire. J'avais honoré la mémoire de mes défunts parents avec succès en me battant pour protéger l'héritage qu'ils avaient travaillé si dur à bâtir, refusant de laisser une cupidité prédatrice détruire mon avenir ou miner mon respect de moi-même. En restant ferme face à la culpabilité émotionnelle et en établissant des limites juridiques infranchissables, j'avais récupéré à la fois ma souveraineté financière et ma dignité intérieure. Le véritable héritage de mon père n'avait jamais été destiné à être une mine d'or pour des parents ingrats, il était destiné à me donner les moyens de me construire une vie sûre, honorable et indépendante selon mes propres termes. Assise dans mon sanctuaire inondé de soleil, entourée par la beauté de la nature, je savais que mes parents seraient immensément fiers de la force que j'avais découverte en moi. J'ai bu une lente gorgée de café, me sentant totalement libérée de l'ombre de mon passé, sachant que je ne regarderai plus jamais en arrière. J'avais appliqué une politique stricte de rupture totale, m'assurant qu'aucun message manipulateur ni aucune supplication de mauvaise foi ne puisse plus jamais franchir le périmètre paisible de ma vie. Mon parcours n'était plus défini par les mauvais traitements que j'avais subis, mais par la confiance sereine d'une femme qui connaissait sa valeur et protégeait ses frontières. Désormais, mon énergie serait exclusivement consacrée à développer ma carrière, cultiver des amitiés sincères et profiter du foyer paisible que j'avais mérité grâce à ma propre résilience. Je gardais la tête haute, prête à accueillir les possibilités infinies d'un avenir bâti entièrement sur la liberté, le respect de soi et une paix absolue.